Dans cette vidéo, on passe en revue parmi les pires trucs qui pourraient arriver dans une salle de sport. Des trucs qui, contrairement à ce qu'on pense, n'arrivent pas qu'aux autres, ni même à ceux qui soulèvent le plus lourd. Alors je suis obligé de te prévenir, cette vidéo va faire mal. Si tu ne supportes pas bien l'idée de voir des gens se blesser ou même pire, je te déconseille de rester sur cette vidéo. Le but de tout ça, c'est évidemment pas de te faire paniquer, c'est plutôt de t'aider à pratiquer ce sport prétendument anodin qu'est la musculation en salle ou à la maison, en prenant le moins de risques possible. Ne pas se blesser, c'est déjà progresser. Et ça va aussi être l'occasion pour moi de pousser aussi quelques petits coups de gueule en ce qui concerne la sécurité dans les salles de sport. Allez, accroche-toi, j'espère que t'as pas trop mangé avant la vidéo, on va regarder ensemble le premier clip. Waouh. Là, ça a dû faire mal, très mal. D'ailleurs, on l'a bien entendu. Donc, ce qui vient de se passer, c'est la combinaison de plusieurs choses et c'est assez simple. Déjà, c'est un cas assez classique d'ego lifting. La personne, elle utilise une charge qui n'est pas du tout adaptée à sa capacité. C'est bien trop lourd. Là, en l'occurrence, il fait du squat guidé sur une machine Smith, ou plutôt un rack dont je doute sérieusement de la qualité. On voit qu'une fois arrivé sur la position basse du mouvement, il est incapable de remonter la charge, mais aussi que son rack guidé ne dispose d'aucun réel système de sécurité. La plupart du temps, ce type de cage guidée, qu'on appelle une Smith machine, elle dispose d'un système de quart de tour qui permet de faire tourner la barre avec son poignet et des crochets ensuite viennent immobiliser la barre. Là, on voit que c'est pas du tout le cas, il n'y a pas de système de sécurité sur son rack ou alors c'est un système un peu bizarre qui fonctionne pas très bien, où il faudrait reculer la barre en arrière et tout ça. Résultat, il a aucun moyen de stopper la descente de la barre et il se retrouve littéralement écrasé par le poids. Mais ce qui est assez bizarre avec sa cage, c'est que les barres de guidage, elles ont l'air mobiles en se baladant un petit peu dans tous les sens. Alors j'imagine que ce système, il permet un plus grand degré de liberté sur la trajectoire de barre lorsqu'on descend et qu'on monte avec le mouvement. C'est donc du semi-guidé, mais dans tous les cas, c'est quand même très questionnable comme système. Dans ce cas précis, c'est assez difficile de dire quelles ont été la nature des blessures qu'il a subies, mais on voit que les jambes, elles se sont pliées dans tous les sens et qu'il se tient le dos et qu'il crie de douleur. Donc ça peut vraiment être des blessures très sérieuses et graves au niveau des jambes et du dos, parce que la colonne vertébrale, elle se retrouve compressée. Et dans la même lignée, on a aussi le prochain clip. Donc là, c'est toujours pareil. On est sur une cage qui est faite pour le guider, sans réel dispositif de sécurité, et en plus, le gars est à l'envers. Donc même s'il y en avait un, ça aurait pas beaucoup aidé. On voit aussi que le gars, il réalise un sit squat, donc un squat dans lequel on va ensuite s'asseoir. Là, il utilise un banc pour s'asseoir, justement. Alors, l'intérêt du sit squat avec une charge extrêmement élevée sur une Smith machine, regarde la quantité de disques qu'il a mis, je doute fortement que ça lui apporte un quelconque bénéfice sur le plan musculaire. Par contre, dès qu'il s'assoit, on voit que la charge le comprime complètement contre le banc. C'est littéralement son crâne qui protège le banc à ce niveau-là. C'est bizarre de dire ça comme ça, mais c'est ce qui se passe. Donc là, il a de la chance d'être avec quelqu'un, parce que si ça t'arrive tout seul, t'es mort. Tout simplement. Mais même avec quelqu'un qui intervient rapidement, tu peux très bien te briser la nuque quand même, l'un n'empêchant pas l'autre. Alors on peut jeter la pierre à ces personnes pour avoir utilisé des charges inappropriées ou avoir voulu faire des mouvements un peu bizarres et sans réel intérêt. Ok, je te l'accorde. Mais pourquoi n'y a-t-il pas de système de stop efficace sur des machines guidées comme celle-là? Toutes les salles de musculation ont aujourd'hui ce style de machine et j'ai jamais encore vu de stop bar sur les machines Smith, dans toutes les salles où je me suis entraîné. Alors aujourd'hui ça doit exister, mais c'est encore trop rare et ça peut rendre la pratique très dangereuse. Surtout pour des débutants qui parfois savent pas trop combien ils doivent mettre en termes de charge. Et je sais ce que tu vas me dire. Il y a le système de quart de tour dont je t'ai parlé un petit peu plus tôt sur quasiment toutes les machines Smith qui permet de raccrocher la barre. Je te l'accorde aussi, mais dans un cas comme celui-là, avec le poids qui comprime sa tête, les coudes qui se retrouvent complètement pliés comme ça et le fait qu'il soit à l'envers de la machine, je suis pas sûr que tu aies la mobilité nécessaire au niveau des poignets pour la faire tourner la barre. Mais même si tu l'avais, pour que ça marche bien, il faudrait que la position affreuse dans laquelle tu te retrouves, elle soit pile en face des pins d'accrochage, que les pins soient pas légèrement en dessous. Donc même avec ça, le gars, il peut rien faire. Parce que une fois le quart de tour effectué, la barre, elle va quand même descendre de quelques centimètres pour venir s'accrocher sur les pins. Donc il se réécrase un peu plus la tête. Tu vois ? Il faut un système où on peut déterminer à l'avance une hauteur à partir de laquelle la barre s'arrête. Point. Comme sur une cage à squat. Alors ça existe sur certaines machines et sur certaines salles modernes, mais c'est loin d'être le cas partout. À bon entendeur. Allez, on passe ensemble au prochain clip. Alors là, on n'est plus sur de l'ego lifting, hein. Là c'est un pratiquant avec un niveau très avancé qui travaille sa force, et on est sur une barre qui doit avoisiner les 200 kg, voire même plus. Il y a 8 ou 9 plaques de 10 kg de chaque côté, plus la barre qui fait 20 kg, enfin bref, très lourd. Arrivé en bas, il se rend tout de suite compte qu'il n'arrivera pas à relever la charge, ok, sauf que les barres de sécurité, elles sont réglées beaucoup trop basses. Tellement basses que même une fois le cul par terre,
avec la barre qui repose sur le trapèze, et ben la barre de muscu elle touche pas encore complètement les barres de protection. Donc le risque il est simple, hein, là c'est de s'écraser la colonne vertébrale en fait. Alors tu pourrais te dire que 200 kg c'est très élevé et que toi t'en es loin donc t'es protégé, y a pas de souci. Mais je t'assure que même avec 100 kg, la moitié, si t'es pas physiquement construit comme lui, tu peux te faire tout autant mal. Là, il se dégage rapidement, ça va qu'il est bien bâti, et finalement, son caméraman se rend compte qu'il va peut-être falloir l'aider. Il dit oh shit. Bah oui, là, oh shit, ouais. Les barres de sécurité, ça se règle avant de faire des gros lifts, avec un squat barre à vide, à l'échauffement par exemple, et tu fais en sorte que ces barres, elles soient réglées 1 ou 2 cm en dessous de ton amplitude maximale. Comme ça, tu te dégages sans risque, et tu protèges aussi les gens qui sont autour. Dans une salle de muscu à heure d'affluence, quand tout le monde se marche un petit peu dessus, si t'échappes ta barre et qu'elle tombe en arrière et roule sur quelqu'un qui fait ses abdos à 2 mètres de toi, ça peut faire très mal aussi. Pire encore, ça peut tuer un iPhone sur le coup. On change un petit peu et on passe sur du développé couché. Ça va faire tout autant mal. Donc là, ce qui est arrivé est particulièrement douloureux et dangereux, et tu vas voir que ça va être très important d'étudier ce qu'on a étudié là. Là, on pourrait dire, en fait, tout est bien qui finit mal. Il a une bonne position, il a un bon grip, son pouce est autour de la barre et pas en dead grip comme ça, ce qui évite à la barre de s'échapper facilement et de lui tomber dessus. Et par-dessus, il a pris la précaution d'engager un magnifique spotter. Mais au moment de la pousser, à mi-parcours, il a une faiblesse dans le poignet gauche du coup. Alors, on sait pas trop pourquoi, peut-être que le poids de la barre sur l'os de la main lui a fait un mal de chien et ça l'a forcé à lâcher sur un réflexe, ou alors c'est une crampe fulgurante, ou alors c'est son pec qui a lâché et ça a tout lâché du coup. Peu importe, ce qui compte, c'est qu'il a lâché la barre et évidemment, elle lui tombe de plein fouet sur la cage thoracique, entre l'aisselle et le bas du cou, tu vois, par là. Et ça peut être des blessures absolument terribles. Au mieux, tu te casses les côtes, tu peux aussi t'arracher le pec, ce qu'il a l'air d'avoir fait, mais ça peut aller jusqu'à la perforation des poumons, un écrasement des organes internes comme le cœur et autres, et bien sûr la mort immédiate. Il y a eu des cas impressionnants ces dernières années en powerlifting notamment. Et sur ce style d'accident, il y a deux choses qui sont très importantes à comprendre. La première, c'est qu'il n'y a pas besoin de mettre lourd pour se massacrer. Une barre de 40 kg qui tombe sur ton torse à cause d'une faiblesse musculaire que t'as pas anticipée, eh ben ça suffit. La deuxième chose, elle concerne le spotter. Au développé couché, les spotters ne servent à rien dans ce style de situation parce que tout arrive en une demi-seconde. Il aurait eu les mains juste en dessous de la barre que ça n'aurait rien changé. En une demi-seconde, t'as pas le temps de comprendre ce qui se passe, de contracter tes muscles et de retenir la barre pour sauver ton pote. Alors s'il vous plaît, ne vous sentez pas en sécurité parce que vous avez un spotter sur vos développés ou sur les autres mouvements. Ça aide dans certains cas, comme par exemple si vous êtes coincé sous la barre et n'arrivez pas à la remonter, mais dans le cas d'un lâcher de barre, c'est absolument zéro. Vous devez mettre des barres de sécurité au développé couché. Idéalement, tu règles leur hauteur au niveau de ta poitrine, voire un petit peu au-dessus, comme ça t'es tranquille si la barre tombe. Là, le gars, il a de la chance d'être encore en vie. Si c'était tombé sur son cou, il aurait pu se briser la nuque instantanément. Allez, clip numéro 5, on reste sur les pecs, mais on passe sur des développés inclinés aux haltères. Voilà. Ok, pas mal, pas mal. Il s'en sort bien. Bon là, c'est juste une très grosse frayeur. Heureusement, il a l'air d'avoir eu plus de peur que de mal puisqu'il se relève tout de suite et n'a pas l'air de souffrir particulièrement. Alors là, malheureusement, c'est un accident qui n'est probablement pas de sa responsabilité. Sur ce système de banc, pour caler le dossier, en gros, c'est un tube dans un autre. Peggy 18. Qui permet de lever le dossier. J'ai pas fait ça. Ensuite, tu viens juste tirer sur un lock pour libérer le dossier. C'est une tige avec un ressort à l'intérieur. Et lorsque tu lâches le lock, ben le ressort, il pousse la tige dans un autre trou. Et ça permet de monter le banc. J'ai encore refait ça. 18. Le banc est alors verrouillé. Sauf que dans cet exemple-là, le lock a lâché, entraînant la chute du dossier et bien sûr du gars qui était dessus. Alors les causes, elles peuvent être multiples. Soit c'est la tige qui rentre... Soit c'est la tige qui a lâché parce qu'elle était rouillée ou usée, soit c'est le ressort qui était fatigué et n'a pas complètement repoussé la tige dans le trou. Tu vois, tu lâches le ressort, elle vient au bord comme ça, t'as l'impression que ça tient, et quand tu t'assois sur le banc, avec la charge, ça tombe. Dans les deux cas, c'est de la responsabilité de la personne qui met à disposition le matériel. Autrement dit, le boss de la salle de sport. Alors dans les salles de sport, j'imagine qu'ils doivent le faire régulièrement, mais dans le cas où tu t'entraînes à la maison avec ce type de banc, pense à faire un tour de tes appareils de temps en temps pour voir s'il n'y a pas de la rouille ou des fissures en tout genre. Un garage, ça peut être humide par exemple. Alors là, c'est rigolo, il se relève et ça va lui faire une jolie histoire à raconter et une belle vidéo à partager avec ses potes et sur internet apparemment, mais avec les charges qu'il a utilisées, je dirais qu'il a au moins 30 kg sur chaque bras à vue de nez, il aurait pu se détruire. Hein. Parce que là, tu t'attends pas du tout à ce que ça lâche. Donc potentiellement, tu peux t'exploser le crâne avec l'haltère, tu peux te disloquer les épaules, on voit que là, elles partent en arrière et tout ça. Un tas de blessures variées et pour tous les goûts. Alors là, c'est vraiment le moment où tu arrêtes de regarder cette vidéo si ta sensibilité est limitée. Le gars est mort. On regarde le clip. Je flouterai si c'est nécessaire. Ok, donc gros squat, spotter à l'arrière, ok. Il descend, il peut pas remonter, il va lâcher la barre.
en avant, clac. Là, c'est chaud, chaud, chaud. Donc, à première vue comme ça, on a juste l'impression que le mec tombe, qu'il est sonné et qu'il va se relever. La réalité, c'est qu'il vient de se briser la nuque. Alors vous l'avez peut-être déjà vu passer sur YouTube cette vidéo, ça a fait les gros titres, puisqu'il s'agit de Justin Vicky, c'est un influenceur fitness indonésien. Donc on a un squat lourd qui se termine mal, puisque le poids va faire pression sur la nuque. Il va essayer de faire rouler la barre pour se dégager, mais avec 200 kg et plus, la pression est énorme, et ça va malheureusement lui coûter la vie. Là, c'est assez difficile de dire exactement qui a mal fait quoi, mais j'ai quand même une piste. C'est un sportif qui est plus que confirmé, il fait de la performance sur les squats, on peut pas lui reprocher de mettre lourd. Par contre, je pense que son spotter a fortement contribué à la gravité de l'accident en voulant bien faire. En position basse, là où il s'aperçoit que la montée de la barre ne passera pas, eh bien, il n'a pas la possibilité de se dégager en arrière en lâchant la barre, parce que son spotter l'a accompagné dans le mouvement et fait bloc avec lui. S'il lâche la barre en arrière, il sait donc qu'il va écraser son spotter, et donc peut-être qu'il se dit « je vais pas la lâcher en arrière ». Et la seule solution, si tu peux pas la lâcher en arrière, la seule solution qu'il a pour s'en sortir, eh ben, c'est de partir sur l'avant, et est arrivé ce qui est arrivé. Les gars, sur les squats lourds, en étant derrière la personne, vous ne servez strictement à rien du tout. La seule chose que vous allez pouvoir faire, c'est aider un peu à la force de vos avant-bras en calant la barre dans le creux des coudes. Autrement dit, ça va vous faire atrocement mal et vous n'avez aucune force dans cette position et vous risquez aussi de vous déséquilibrer avec le gars que vous parez. C'est absolument inutile et c'est exactement ce qui se passe dans la séquence. Le spotter, il tombe. Et un peu plus tard dans la séquence, justement, on voit qu'il y a un autre pratiquant qui apparaît tout de suite. Donc, ils étaient très proches. Les deux auraient pu se mettre chacun d'un côté de la barre et auraient pu la dégager vers l'arrière. C'est pas idéal, mais c'est déjà beaucoup mieux. Il y a plein d'options pour se protéger quand on fait des max. Il y a les barres de sécurité dont on a parlé plusieurs fois dans la vidéo. Il y a aussi des systèmes de sangles qu'on voit dans les compétitions ou en salles spécialisées dans la force et l'haltérophilie. Là, je trouve que cet accident, il aurait très largement pu être évité. Il a fait confiance à son spotter qui malheureusement n'a rien pu faire. Et de façon plus générale, si vous voulez faire de la grosse performance sur des mouvements de force, pratiquez dans une salle qui est spécialisée avec des appareils de protection qui sont adaptés. Les salles de musculation pour monsieur et madame tout le monde, elles sont souvent pas faites pour les gros lifts malheureusement. Clip numéro 7, on regarde ça ensemble. Ok, grosse charge sur la presse, il fait des... Oh my god, que ça doit... Enculé. Oh, ok, c'est bon. J'ai plus faim. Alors là, on doit être au summum de la douleur. Le genou qui se retourne, c'est imbuvable. Je me suis déboîté le genou 2 fois sur une rupture des croisés. Qu'est-ce que ça fait mal. Bon, là, sur cette séquence, on a un pratiquant qui utilise la presse à cuisse avec une charge démentielle, démesurée, et qui fait des mouvements partiels, répétés, en tendant les jambes à fond à chaque fois. Et vu la charge, le genou gauche pète. Ce que je trouve impressionnant, si on regarde un petit peu dans le détail, c'est le fait qu'il arrive quand même à avoir le réflexe de bloquer tout de suite la presse avec la poignée pour pas que le poids l'écrase complètement. Beau réflexe. Quand la jambe comme ça, elle est complètement tendue avec une lourde charge, elle est jamais réellement tendue en ligne droite. Elle a toujours un peu de mobilité dans le sens inverse. Donc elle va potentiellement s'arquer un peu dans le mauvais sens. Alors avec une charge légère, tu peux t'en tirer à bon compte, même si ça sert à rien de faire ça, mais avec du lourd, bah, c'est un gros risque. Alors dans tous les cas, je te recommande de ne pas tendre les jambes complètement sur la presse à cuisse et de garder toujours un tout petit peu de réserve. Ça nuira pas à ta croissance musculaire et ça va te protéger d'un retournement du genou. Là pour moi ce qu'il fait, c'est un risque inutile. Alors, quelles sont les leçons qu'on peut tirer de tous ces clips vidéo et de tous ces accidents? Bah la première, c'est de ne pas faire confiance uniquement à ces spotters, même si ce sont des personnes que tu connais bien avec les meilleures intentions du monde. Numéro 2, utilisez les putains de barres de sécurité sur les mouvements lourds pour se protéger soi-même et les autres. La numéro 3, vérifier régulièrement son matériel quand on s'entraîne chez soi et s'assurer que le staff de ta salle de sport le fait aussi correctement. Plus compliqué. Et la quatrième, c'est de ne pas se croire à l'abri de blessures graves parce qu'on utilise des charges modérées ou légères. C'est pas parce que tu roules à 30 km/h que t'es dispensé de ceinture. Maintenant, si tu veux aller plus loin avec moi et retrouver rapidement la forme physique de ta vie, je t'invite à télécharger gratuitement mon nouveau livre Brûlé comme jamais. C'est un bouquin rapide à lire dans lequel je te dis tout ce qu'on ne t'a pas dit sur la fonte des graisses pour te permettre de retrouver un corps athlétique et musclé en un temps record. J'ai aussi enregistré le bouquin au format vidéo et audio, alors tu choisis le format qui te correspond le plus. C'est disponible en cliquant sur la petite vignette qui s'affiche juste ici. Clique dessus pour y accéder, dis-moi à quelle adresse email t'envoyer tout ça et t'auras accès à tout d'ici 2 minutes. Le lien est également disponible en description de cette vidéo. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne. C'était Romain, prenez soin de vous à la salle, bye.